Jusqu'il y a peu d'années, je donnais à l'ULB un enseignement aux futurs logopèdes et neuropsychologues sur les troubles d'acquisition du langage écrit, la dyslexie. Et je commençais le cours par un relevé des opinions et croyances à propos de la dyslexie aux grandes dames des étudiants qui ne voyaient pas du tout l'intérêt et l'utilité d'étudier des idées fausses et parfois fantaisistes. On le sait, depuis les premières observations de difficultés spécifiques et délimitées pour l'acquisition de la lecture, vers 1895, les tentatives d'explication ont été nombreuses et variées. Défaut d'établissement de la dominance latérale cérébrale, censé expliquer les fameuses erreurs d'orientation et d'ordre des lettres, retard de maturation de la perception visuelle, généralement attribué à un dysfonctionnement cérébral minimal supposé, mais impossible à attester à l'époque, déficit attribué au cervelet de développement de la motricité fine, conduisant à un défaut de contrôle des mouvements des yeux et justifiant des dispositifs de remédiation basés sur l'entraînement psychomoteur et les exercices d'équilibre postural, sensibilité particulièrement forte au stress visuel qui a mené à des traitements basés sur le port de lentilles teintées, pour n'en citer que quelques-unes. Et aucune de ces hypothèses n'a été réellement validée. Il faut dire que la question est loin d'être simple. Pourquoi Jean ou Jules ou Marie ne parviennent-ils pas à lire? Lire et apprendre à lire sont des activités extrêmement complexes et on peut imaginer toutes sortes de raisons à un échec. Peut-être que Jean n'a pas envie de lire, peut-être qu'on ne lit pas beaucoup dans son entourage, peut-être que la méthode de lecture naturelle prônée par l'école ne lui a pas permis de comprendre le principe alphabétique ou d'encoder avec suffisamment de précision et de robustesse les associations entre les lettres et les phonèmes. Peut-être que Jean souffre d'un trouble de la vision ou de l'attention qui rend le traitement des lettres ou porter son attention sur les lettres plus particulièrement difficile. Peut-être encore qu'il présente une déficience auditive subtile suite à des otites à répétition. Bref, comprendre les troubles exige de prendre en considération un ensemble de déterminants possibles, tant au niveau cérébral qu'au niveau de l'environnement. Il n'en reste pas moins que les recherches des 20, 30, 40 dernières années conduisent à penser que la cause la plus fréquente des difficultés importantes dans l'acquisition de la lecture relève du langage et est à chercher plus précisément dans les mécanismes de ce qu'on appelle le traitement phonologique, c'est-à-dire la perception, la rétention, la production et l'analyse de la parole en unités élémentaires. Typiquement, les enfants qui rencontrent des difficultés intenses pour la lecture ont aussi des performances faibles pour reconnaître de la parole ou comprendre de la parole dans un environnement particulièrement bruité, pour mémoriser et répéter simplement des suites de syllabes sans signification, qui impliquent la mémorisation des sons, et il s'avère souvent en grande difficulté dans les situations qui demandent d'analyser la parole en phonèmes, par exemple, repérer parmi 3 mots celui qui ne commence pas par le même phonème que les autres, pomme, pile et bague, par exemple. Au plan cérébral, les recherches ont mis en évidence des différences anatomiques et fonctionnelles, mais on ne sait pas à l'heure actuelle dans quelle mesure les différences cérébrales observées sont à l'origine des difficultés d'apprentissage ou si au contraire elles constituent la conséquence d'une moindre pratique et d'une moindre exposition à l'écrit. En conclusion, du point de vue des pratiques enseignantes, les connaissances sur les troubles peuvent sensibiliser un certain nombre de signaux caractéristiques de points d'attention. Elles peuvent aider à discerner entre les explications probables ou plausibles, et les explications fantaisistes, et elles peuvent guider des actions différenciées. Je dirais que l'exemple des difficultés d'acquisition du langage écrit illustre bien la nature complexe et multifactorielle des troubles d'apprentissage. Il n'est donc pas question de privilégier une explication aux dépens des autres. Il est plus que probable que des déterminants neurobiologiques et génétiques sont parfois impliqués et qu'ils sont en lien avec les habiletés phonologiques, la perception et le traitement de la parole, mais ils ne constituent sans doute pas toute l'histoire et des difficultés similaires peuvent avoir des origines et des causes différentes.